À la fin de la République romaine, les magistrats et préfets de province étaient accompagnés de conseillers, appelés comes, signifiant étymologiquement compagnon ou associé. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, le terme évolue. Les dynasties mérovingiennes et carolingiennes placent à la tête de leur circonscription territoriale des agents dont le nom provient directement des comes romains. Les comtes, dont la charge devient héréditaire au IXe siècle et qui vont peu à peu s'affranchir du pouvoir royal. Le subordonné du comte, le vicomte, va lui aussi s'émanciper, au point où des conflits entre les institutions comtales vont éclater dans toutes les régions d'Europe et marquer profondément le Moyen-Âge. Ces luttes entre comtés et vicomtés furent particulièrement intenses dans la région carcassonnaise. Dans la cité, ces phases de changement furent particulièrement marquées et se retrouvent dans les différents niveaux des constructions. Romaine, Visigoth, mérovingienne, omeyyade, carolingienne, avant d'être à nouveau rattachée à la couronne de France, la cité de Carcassonne est un témoin rare des grands mouvements historiques et qui a miraculeusement échappé aux nombreuses destructions avant d'être restaurée. Revenons donc sur l'histoire de la cité de Carcassonne, du néolithique à l'ère du tourisme, et observons comment ces pierres nous renseignent sur les grandes étapes de notre histoire. L'emplacement de l'actuelle ville de Carcassonne s'avère stratégique dès le néolithique. Située entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, dans un couloir entre les montagnes Noires au nord et les Pyrénées au sud, la cité est traversée par l'Aude, dont le débit s'assagit à l'approche de la ville. Les premières traces d'occupation se situent à 1 km de la cité, sur le plateau de Carsac. On y cultive le blé, l'orge, l'avoine, mais pour des raisons encore mystérieuses, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, les populations se déplacent vers un éperon rocheux, situé à environ 150 mètres de l'Aude. Cette butte permet une surveillance accrue des alentours et une protection naturelle efficace contre les attaques. La guerre s'intensifie entre les groupes à la fin du premier âge de fer. Il faut se protéger efficacement. Pour cela, on fortifie les lieux, ce que l'on nomme un oppidum. La présence de silos à grains et de fours de potiers témoigne d'une vie artisanale et d'échanges commerciaux intenses. On trouve dans les vestiges des objets ibériques, puniques, étrusques et grecs, échangés contre des surplus de produits agricoles. Après une légère contraction des échanges, sans doute liée à l'arrivée des volques tectosages en terre audoise, le commerce repart de plus belle. Vin, métallurgie, céréales passent par ce lieu de transit et ancrent la cité dans un rôle de carrefour commercial. Des fragments de céramique noire, datant du IIIe siècle, ont été retrouvés et nous informent sur l'entrée en force d'un nouvel acteur économique dans la région, qui va bouleverser le monde méditerranéen. Rome. Rome ne s'est pas faite en un jour. Après avoir unifié la péninsule italienne, la République romaine entre en guerre contre sa grande rivale en -264, Carthage, puissance maritime et commerciale, qui dispose de nombreux comptoirs sur la côte ibérique. Après la première guerre punique, victorieuse pour les Romains, les Carthaginois s'étendent dans la région. C'est de Sagonte que part le célèbre général Hannibal, qui malgré des victoires restées célèbres sur Rome, comme à Cannes, est finalement vaincu. L'Ibérie, qui fut un théâtre d'opérations, est soumise après la troisième guerre punique par les Romains, non sans difficulté devant la résistance des peuples locaux. Il est alors important pour Rome de rattacher la péninsule ibérique à l'Italie, par voie terrestre. Les implications sont évidemment militaires, mais aussi commerciales. La conquête des territoires est rapidement effectuée par Domitius Aenobarbus, en -118, et crée une colonie placée sous la protection du dieu de la guerre, Mars. Elle prend le nom de Narbo Marcius, Narbonne. Le consul entreprend aussitôt la construction d'une voie romaine, qui porte son nom, la Via Domitia, voie domitienne, qui relie l'Hispanie aux Alpes. Comme beaucoup de routes romaines, celle-ci est encore empruntée aujourd'hui et correspond au tracé de l'autoroute A9, dite la Languedocienne. Loin d'être une conquête militaire brutale, l'intégration de la région dans le monde romain s'effectue de manière progressive par le biais des échanges commerciaux. La présence romaine sécurise le territoire. Pour preuve,
le développement de nombreux marchés en contrebas de la cité. Ce n'est qu'en moins 70 que ce que l'on nomme encore la Gaule transalpine prend le statut de province romaine. Jules César se sert de cette base pour partir à la conquête de la Gaule, dite chevelue, qu'il annexe vers moins 50. En moins 27, sous le principat d'Auguste, période de transition entre la République et l'Empire romain, la colonie devient une province sénatoriale. La cité prend le nom de Julia Carcasso. Ces provinces sénatoriales sont considérées comme pacifiées, à la différence des provinces impériales, insoumises, et où la présence de garnisons et d'armées sont nécessaires au maintien de la paix. Ce statut, de ce que l'on nomme communément la Gaule narbonnaise, permet un développement des axes de transport. La Via Aquitania, qui relie Narbonne à Bordeaux par Toulouse, passe par Carcassonne et donne à la cité une nouvelle dynamique. Un véritable urbanisme se développe, avec un plan réfléchi dans l'organisation de l'espace, en damier, et même doté d'un système d'évacuation des eaux. La découverte d'une domus, demeure romaine, recouverte d'une mosaïque noire et blanche, atteste de la présence d'une classe aisée, sans doute commerçante, au cœur de la cité. L'intégration de la population carcassonnaise dans la grande histoire de Rome nous est parvenue par l'intermédiaire d'une stèle funéraire, celle d'un certain Caius Julius Niger, parti défendre les limes romaines, les frontières, sur les bords du Rhin. Il y exprime ses regrets de ne pas revoir ses parents et son pays natal. La région n'échappe pas à la crise du IIIe siècle et aux grandes invasions. L'insécurité règne. Les populations se réfugient dans la cité haute. Une enceinte de plus d'1 kilomètre de long est édifiée, comprenant plus de 30 tours défensives. L'installation des Wisigoths à Toulouse change la physionomie de la région. Le roi Théodoric Ier réussit à négocier avec l'empereur romain Valentinien la cession de la région carcassonnaise. Les Wisigoths enlèvent quasiment toute l'Espagne, formant un puissant royaume. Ce royaume hispano-aquitain subit ensuite la poussée des Francs, venus du nord. Après la bataille de Vouillé en 507, Toulouse tombe. Carcassonne se trouve au centre des conflits entre Wisigoths et Francs. Les combats sont permanents. Gontran, duc de Burgondie, puis Didier, gouverneur de Toulouse, échoue à prendre la cité. Ces conflits constants vont s'apaiser sous l'égide de l'Église. Le diocèse carcassonnais est créé en 533, et le roi wisigoth Récared se convertit. Un large mouvement de christianisation balaye les campagnes et unifie les peuples dans la foi. C'est alors qu'une nouvelle menace pour la région arrive du sud. L'expansion de l'islam est irrésistible depuis l'Hégire en 622. Après avoir débarqué à Gibraltar en 711, les Omeyyades parviennent à conquérir la péninsule ibérique en moins de 5 ans. Narbonne est prise en 720 et le siège posé devant Carcassonne en 725. La ville se soumet, les habitants étant contraints de remettre la moitié de leurs biens aux envahisseurs. Une garnison y est installée. La reconquête par les Francs de ces territoires s'étale sur toute la fin du 8e siècle. La cité est libérée par Pépin le Bref en 759. Les incursions se poursuivront jusqu'à ce que Charlemagne refoule définitivement les prétentions omeyyades sur la Septimanie. Une légende du XVIe siècle, celle de Dame Carcasse, veut que le nom de la ville soit lié à un siège de Charlemagne sur Carcassonne, occupé par les Sarrasins, siège qui n'a en réalité jamais eu lieu. Dame Carcasse, princesse musulmane, aurait usé d'un stratagème pour faire croire aux armées franques que la cité disposait de suffisamment de vivres pour supporter un long siège, en envoyant un cochon, particulièrement gras, au pied des murailles. Cela aurait persuadé Charlemagne de lever le siège, pensant que la cité pouvait encore tenir longtemps. Pour fêter cela, Dame Carcasse aurait fait sonner les cloches de la ville. Un des hommes de l'empereur lui aurait alors dit « Sire, Carcasse sonne », ce qui expliquerait le nom de la cité. Par la suite, Dame Carcasse se serait convertie au christianisme et ouvert les portes de la ville. Évidemment, cette histoire relève du folklore et aurait été inventée au XVIe siècle. Sous délégation royale jusqu'au délitement de la dynastie carolingienne, les agents du roi vont alors peu à peu s'approprier les terres qu'ils devaient administrer. Mouvement global qui se dessine dans toute l'Europe chrétienne. À partir du IXe siècle, les comtes et vicomtes considèrent que leur pouvoir sur un territoire leur est confié ad vitam aeternam, et que de ce fait, la transmission en devient héréditaire.
des dynasties comtales se forment. Surtout, ces seigneurs disposent désormais de leur région comme d'un bien. Ils peuvent l'aliéner, c'est-à-dire transférer sa propriété, par un don, un legs ou une vente. Ce dernier cas de figure se produit à Carcassonne en 1070, lorsque le comte Roger meurt sans descendance. Le puissant comte de Barcelone, Raymond Béranger Ier, enrichi par les tributs versés par les émirs voisins, acquiert la totalité des droits du vicomté en versant de grandes sommes d'or aux descendants. Mais les troubles internes qui secouent Barcelone, marqués par de nombreux assassinats, et la fin des versements d'or par les émirs, liés au début de la Reconquista, provoquent une perte d'influence dans la région carcassonnaise. Bernard Hatton, de la famille Trincavel, en profite. Il recouvre les territoires et s'affranchit de la domination catalane. Il assoit son pouvoir par une série d'alliances, avec le puissant comte de Toulouse, puis en se constituant vassal du roi d'Aragon. La population carcassonnaise, fidèle à Barcelone, se révolte plusieurs fois contre le vicomte, et le pousse même à quitter la ville en 1124. Il la reprend avec l'aide du comte de Toulouse. L'architecture reflète alors les troubles qui secouent la cité. Afin d'éviter toute nouvelle tentative de rébellion, un palais est édifié, peu à peu protégé par une enceinte au cœur même de la cité. L'aristocratie est renouvelée, un ensemble de fidèles dévoués prêtent serment, ce qui implique des obligations militaires, et se voit distribuer les biens des insurgés. La défense est assurée par ce nouveau corps de châtelains, qui profite également d'une vie de cour vraisemblablement fastueuse, comme en témoigne l'impressionnante peinture murale qui recouvre la salle d'apparat. Politiquement, les vicomtes doivent composer avec les deux grandes maisons les entourant, Toulouse et la couronne d'Aragon, alliance du royaume d'Aragon et du comté de Barcelone. L'alliance entre les deux puissants comtés en 1196 va alors isoler les Trincavel, au moment où une tempête religieuse va s'abattre sur eux. Apparu au XIIe siècle, le catharisme est une doctrine religieuse chrétienne, qui diffère sur de nombreux points de l'interprétation de la foi par l'Église romaine. Par exemple, par le refus du culte des saints, des reliques ou de la croix. Le mouvement connaît une forte implantation dans le Languedoc, notamment chez les aristocrates. Évidemment, le pape ne peut tolérer ce mouvement, considéré comme hérétique dès 1119. Des moines cisterciens sont envoyés afin de remettre les hérétiques dans le droit chemin. Mais rien n'y fait. Un légat du pape, Pierre de Castelnau, tente de convaincre Raymond VI de Toulouse de sévir contre eux. Le comte de Toulouse refuse, par peur des révoltes d'une population majoritairement convertie. Le légat du pape souhaite alors l'excommunier. Par un étrange hasard, de Castelnau est assassiné le lendemain. Le pape Innocent III organise alors une croisade contre les hérétiques, afin de circonscrire ce qui ressemble à une religion concurrente, une véritable contre-église. Politiquement, le roi de France, Philippe Auguste, y voit un bon moyen de s'emparer d'une région riche et stratégique, aux alliances fluctuantes, et qui tend dangereusement à se rapprocher du royaume d'Angleterre, au détriment des Capétiens. D'autant que le roi d'Aragon lorgne sur l'Occitanie. En 1209, les barons du Nord, engagés sous les ordres du légat du pape, Arnaud Amaury, partent de Lyon avec 20 000 hommes. La croisade des Albigeois va ravager les terres cathares. Le comte de Toulouse se rallie à la croisade en faisant amende honorable. Désormais dans le viseur, les Trincavel, qui refusent toujours de se soumettre. Béziers tombe le 22 juillet 1209. La population est massacrée. Les croisés installent ensuite le siège devant Carcassonne le 1er août. Les paysans aux alentours se sont retranchés dans la cité. 3 000 à 4 000 personnes sont prises au piège, sous une chaleur étouffante. Pierre II, suzerain de Trincavel, tente une médiation. Seul le vicomte avec 11 hommes peuvent sortir de la cité. La population serait alors livrée aux croisés. Raymond Roger Trincavel refuse, préférant mourir aux côtés des habitants. Dirigés par Simon de Montfort, les croisés redoublent d'efforts et réussissent à s'emparer du faubourg sud. Toute sortie est désormais impossible. Le manque d'eau précipite la chute de la cité. Puits et sources sont taris par la canicule. Le 15 août, Raymond Roger Trincavel rend la ville aux croisés et se constitue prisonnier. Il mourra de dysenterie, emprisonné dans son propre château, en novembre. Les habitants doivent quitter la ville avec leurs seuls vêtements et abandonner tous leurs biens.
en n'emportant que leurs péchés, selon les mots d'un chroniqueur. Simon de Montfort devient le nouveau vicomte et soumet les domaines des Trincavel. L'Inquisition s'installe dans la cité dans les années 1250. Elle est chargée d'enquêter sur la dépravation hérétique, selon les mots du pape Grégoire IX. L'Église destitue Raymond de Toulouse de tous ses biens après la bataille de Muret en 1213, qui marque la fin des prétentions aragonaises sur le Languedoc, après la mort de Pierre II. Victorieux, Simon de Montfort est institué comte de Toulouse. Après sa mort lors du siège de Toulouse, son fils Amaury est incapable de maintenir les possessions conquises. Il cède au roi de France Louis VIII l'ensemble de ses terres en 1224. Cette mainmise du roi sur ce qui deviendra la province du Languedoc participe d'un mouvement général d'affirmation de l'autorité royale, débuté sous Philippe Auguste. Quelques années auparavant, il a récupéré la Normandie au Plantagenet, puis repoussé l'empereur germanique Othon IV à Bouvines, et rattaché le Vermandois, la Touraine, la Bretagne, le comté d'Auvergne et le Poitou à son royaume. La soumission des provinces méridionales est donc une suite logique à cette dynamique royale. Afin d'affermir son autorité, le roi place des officiers locaux sur ses territoires. Sénéchaux au sud, baillis au nord. Ces agents disposent de pouvoirs administratifs, financiers et judiciaires. Carcassonne devient le chef-lieu d'une sénéchaussée. Le premier souci est alors de se protéger des révoltes. La région reste hostile. Le palais est transformé en citadelle et l'enceinte doublée d'une seconde muraille. Décision fort sage, car en 1240, Raymond Trincavel, fils du vicomte décédé en 1209, réussit à former une armée depuis son lieu de refuge en Aragon. Il pose le siège un mois devant la cité. Certains habitants le soutiennent, mais chaque assaut échoue. L'arrivée de l'armée de secours, envoyée par le roi de France et la régente Blanche de Castille, oblige Raymond à lever le siège. Après s'être réfugié en Espagne, il se soumet à Saint-Louis, en brisant son sceau de vicomte de Carcassonne et Béziers. La signature du traité de Corbeil en 1258, qui fixe les frontières entre le royaume de France et d'Aragon, donne à la cité un nouveau rôle, celui de surveiller et de protéger les frontières, en soutien d'un ensemble de forteresses frontalières. Les parties endommagées lors du siège de 1240 sont réparées, et durant toute la fin du XIIIe siècle, les défenses sont renforcées. Construction de la tour de la Vade ou édification d'une nouvelle enceinte au niveau de la corne sud-ouest de la citadelle. La ville haute est désormais une zone militaire gardée par 220 sergents et sert de lieu de stockage, d'armes et de matériel pour les opérations dans la région. Le développement de la ville basse est une conséquence du siège de 1240. Les faubourgs des habitants qui avaient soutenu les Trincavel furent rasés en guise de punition. En 1247, Saint-Louis leur pardonne. Afin de les reloger, le roi de France crée une ville neuve sur la rive gauche de l'Aude, la Bastide Saint-Louis, de forme octogonale, qui est tracée en damier. Elle veut devenir le centre des activités économiques, et notamment de l'industrie textile et drapière, favorisée par la qualité des eaux pour nettoyer la laine et l'élevage intensif des moutons dans les massifs montagneux. Au Moyen-Âge, le troubadour Raymond de Miraval loue les beaux et fins draps de Carcassonne. La cité paraît imprenable et décourage des agresseurs éventuels. Pour preuve, durant la guerre de Cent Ans, le prince noir, qui lors de sa grande chevauchée ravage la région, n'envisage pas une seconde d'attaquer la forteresse. Il se contente de piller et brûler la ville basse, qui sera reconstruite sur un périmètre plus réduit après la guerre, en 1453. L'activité économique peut enfin reprendre. Les élites quittent peu à peu la ville haute pour la Bastide, lieu plus accessible et propice au commerce. Le prestige de la cité haute décline inexorablement. Son rôle n'est plus que purement militaire et religieux, grâce à la cathédrale Saint-Nazaire, datant de la fin du XIe siècle, qui mêle style roman et gothique. Carcassonne illustre parfaitement les passions qui secouent la France durant les guerres de religion au XVIe siècle. Le bourg soutient les Montmorency, protestants, tandis que la cité soutient la Ligue catholique. L'affrontement est inévitable. Les partisans de Montmorency incendient les faubourgs de la cité, tandis que la garnison bombarde la Bastide. La paix ne reviendra qu'avec la réconciliation opérée à travers tout le pays par Henri de Navarre, devenu Henri IV. La Bastide prend définitivement le pas sur la cité haute dans le siècle suivant.
Lassés des continuels allers-retours entre la Bastide et la Cité, les magistrats demandent le transfert du tribunal dans la ville basse, qu'ils obtiennent en 1656. Cette désertion progressive de la Cité et la perte de son rôle symbolique sont parfaitement illustrées par les visites des rois de France et la cérémonie de l'entrée royale. Tandis que Charles IX, en 1565, prend ses quartiers dans la Cité, avant de redescendre dans la ville basse, où une grande cérémonie est organisée, Louis XIII effectue son entrée par la Bastide et n'accorde qu'une journée à la visite des remparts. Louis XIV ne daigne même pas s'y rendre en 1660, juste après un événement qui va sceller le sort de la ville. Le traité des Pyrénées, qui met fin à 25 ans de guerre contre l'Espagne. Le domaine royal est étendu au Roussillon, et Carcassonne perd son rôle de cité défensive à la frontière, au détriment de Montlouis. Les murailles et les bâtiments sont peu à peu délaissés par l'administration militaire. Parallèlement, 5 manufactures royales sont installées dans la ville basse, boostant son activité économique. La cité tombe en ruine, et les habitants s'approprient des bâtiments pour leur usage privé. Les tours servent de greniers, de caves ou de pigeonniers. Qui plus est, les portes sont toujours fermées le soir, ce qui agace profondément les citadins qui y vivent. En 1745, l'évêque obtient le transfert de l'administration diocésaine dans la ville basse. Dans les cahiers de doléances de 1789, au-delà des revendications politiques et économiques, un terrible constat figure. On demande la conservation de la vieille ville. Même si elle n'a pas sa première splendeur, elle reste une des plus belles antiquités de la province. L'effondrement de la production manufacturière réduit à l'indigence une grande partie de la population. Les plus pauvres s'entassent dans des baraques de fortune insalubres, au niveau des lices, espace entre les deux enceintes, et souvent directement apposés aux murailles. Au début du XIXe siècle, on démolit et revend une partie des fortifications, au prétexte des risques d'éboulement. Des voix s'élèvent contre ce pillage de la cité historique. L'art, qui entre dans une phase romantique, se passionne alors pour les ruines et les monuments médiévaux. Victor Hugo rédige plusieurs pamphlets, en 1825 et 1832. Il écrit « Chaque jour, quelque vieux souvenir de la France s'en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. » En 1830, François Guizot crée le poste d'inspecteur général des monuments historiques, puis en 1837, la Commission des monuments historiques, statuant sur les subventions attribuées à la restauration d'anciens édifices. La découverte en 1839 du tombeau d'un évêque du XIIIe siècle attire l'attention des pouvoirs publics sur l'église. Prosper Mérimée, devenu inspecteur général des monuments historiques en 1834, visite plusieurs fois Carcassonne et confie en 1843 sa restauration à Eugène Viollet-le-Duc. Napoléon III valide le projet de restauration proposé par Viollet-le-Duc en 1853. L'État finance 90% des travaux, la ville de Carcassonne assurant le reste. Les baraques des lices sont rachetées au compte-gouttes, puis détruites. Viollet-le-Duc affirme alors que l'objet d'une restauration est de rétablir un édifice dans un état complet, qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. C'est ainsi que la cité est restaurée selon sa propre vision de la fin du XIIIe siècle, qui correspond à l'apogée de la royauté capétienne. Cette approche lui vaut de nombreuses critiques, notamment d'avoir défiguré et dénaturé la cité, et particulièrement les toitures, recouvertes d'ardoises, ou la présence d'un pont-levis, qui ne pouvait exister au XIIIe siècle, puisqu'apparu un siècle plus tard. Et l'ensemble des restaurations a donné un nouvel éclat à la cité, en harmonisant l'ensemble dans une vision cohérente. L'année 1898 marque de façon symbolique l'entrée de la cité dans une nouvelle période de son histoire. La fête des cadets de Gascogne est l'occasion d'un grand défilé, de bals, concerts et autres réjouissances, suivi d'un immense embrasement par des feux de Bengale. La tradition perdure aujourd'hui, par un grand embrasement qui a lieu tous les 14 juillet. En 1903, la cité passe définitivement sous la tutelle des monuments historiques. Le théâtre en plein air est inauguré en 1908. Carcassonne devient une destination touristique et culturelle majeure, exaltée par les chansonniers, les poètes, les peintres et les cinéastes. Des visites organisées sont proposées dès 1905. Le tourisme explose dans l'après-guerre, avec pour corollaire
le développement de l'offre marchande et la désertion de la cité pour les habitants. Il n'y a aujourd'hui que 47 résidents dans la ville haute. Inscrite en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité est visitée annuellement par 2 millions de touristes. D'oppidum à ville fortifiée, les forteresses stratégiques à garnison de seconde zone, proche de la destruction avant d'être sauvée par sa restauration, l'impressionnante cité médiévale nous rappelle qu'elle fut le grand témoin des intenses mouvements qui ont balayé notre histoire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le château et rempart de la cité de Carcassonne. Et j'en profite pour remercier Christophe Varenne, administrateur du monument, Amancio Requena, administrateur adjoint, Anne Catala, chef du service culturel, et Nastasia Kénard, chargée d'action éducative, ainsi que les archives départementales de l'Aude et la base Regard pour les visuels. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe pour l'aide apportée à la réalisation. Comme d'habitude, vous pouvez toujours acquérir une illustration originale, à tirage limité, avec chaque exemplaire numéroté et signé par l'illustratrice Manon Potier, en vous rendant sur la page Tipeee. Évidemment, un énorme merci à tous les tipeurs et utipeurs qui me soutiennent. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce vers le haut. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.